Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette 50e édition du Tour cycliste de l'Abitibi. Nous en sommes à l'étape numéro 5, étape qui sera, qui va débuter dans les prochaines minutes. Là, vous voyez les cyclistes qui s'élancent, mais c'est un départ contrôlé de 11 km aujourd'hui. Mais un départ qui s'est fait au cours des dernières minutes du côté d'Amos et qui se terminera à Val-d'Or comme au cours des derniers jours. Avec moi, directeur général de la Fédération des sports cyclistes, Louis Barbeau. Bonjour. Salut Jean-Philippe. Alors aujourd'hui, une étape qui sera quand même longue sur la route. En fait, on ne les verra pas beaucoup en ville. 3 tours quand même qui se fera pour terminer, conclure cette étape-là. 3 tours de 3,2 km. Et on espère qu'on pourra suivre la majeure partie. On va essayer de suivre pour vous ce qui va se passer du côté de cette course. On sait qu'il y a des baisses de signal dans ces secteurs. Donc, on va vous diffuser, comme on l'a fait tout au long de la semaine, le maximum d'images qu'on va pouvoir. On peut s'attendre à quoi aujourd'hui? Une épreuve qui sera un petit peu moins de 100 km. Oui, une étape de 99,8 km. Donc, départ d'Amos, on va avoir 4 Grands Prix de la montagne. Donc, pour le classement de la montagne, on sait qu'hier, dans l'étape de Malartic, il n'y avait pas de sprint pour le classement de la montagne. Donc, ça sera certainement un des enjeux. Actuellement, le meneur, c'est l'Américain Cervantes de la formation Altera Home Loans. Du côté du maillot brun, on a vu hier les Américains qui ont très bien défendu le maillot brun qui est détenu par Riley Sheehan, qui avait remporté le Tour de l'Abitibi l'année dernière. C'est une étape qui ne comporte pas nécessairement beaucoup de difficultés. Il faudra voir si le vent peut être un facteur. On sait que lorsqu'il y a des vents de côté, ça peut être propice à des échappées. Mais pour l'instant, ce qu'on a pu voir depuis le début, certainement hier à tout le moins, c'est que les Américains sont en mesure de contrôler. Mais l'étape est beaucoup plus longue. Il y a la fatigue qui commence à s'installer. On a déjà 315 km de parcouru dans le tour à l'issue des premières étapes, avec une moyenne quand même élevée, 46 km/h depuis le début de cette compétition. Aujourd'hui, on s'attend encore à une étape qui soit assez rapide. On a 3 scénarios qui nous sont proposés, donc 42, 44 et 46 km/h. On n'aura qu'un seul sprint de bonification. Et il y aura évidemment les sprints du maire là, qui sont bons pour de l'argent, des sprints d'une valeur de 250 $. Le classement général est toujours très serré. On a actuellement 16 coureurs qui sont à l'intérieur d'une minute du meneur au niveau du classement général. Il faut rappeler qu'il y a encore quand même 2 autres étapes, une étape d'une centaine de kilomètres demain et la toute dernière étape dimanche de 120 km. Et demain, ce sera une étape particulièrement difficile avec un circuit urbain à Val-d'Or, circuit de 10 km, mais on pourra y revenir demain, évidemment. Donc aujourd'hui, évidemment, les Américains vont tenter de défendre le maillot. Je m'attends à ce qu'évidemment, les formations comme celle de la Nouvelle-Zélande, qui ont été très, très actives depuis le début du tour, vont tenter de forcer les Américains à justement assumer plus de travail. Puis peut-être qu'à ce moment-là, engendrer une certaine fatigue de façon à ce que dans les derniers kilomètres, surtout au moment où est-ce qu'on arrivera en ville, si on parvient à réussir à créer une petite échappée, avec des écarts aussi faibles, ça pourrait permettre peut-être à un coureur de pouvoir se démarquer et peut-être changer l'allure au niveau du classement général. Alors on voit justement les meneurs actuellement avec les différents maillots. Riley Sheehan, qui a remporté le Tour l'année dernière, avait été tranquille. On n'avait pas trop mentionné son nom lors de la première étape, mais là, a définitivement pris une place importante et pourrait y rester. Hier, on continuera à parler de stratégie. Peut-être voyez les autres maillots qui sont là. Il y a Riley Pickrell également, qui depuis le début, lui, c'est un nom qu'on a mentionné beaucoup. Oui, Pickrell qui avait remporté la toute première étape, on sait, a été victime d'une crevaison et commis une erreur de stratégie, en fait, essentiellement due à son inexpérience, qui fait qu'il a perdu le maillot brun. Donc, évidemment, il n'avait pas marqué de points, mais hier, il s'est repris de belle façon dans l'étape de Malartic, où il a pris le 2e rang derrière Riley Sheehan, ce qui lui permet de se hisser de nouveau en tête du classement pour le meilleur sprinter. Michael Garrison, c'est un des coureurs de cette formation, puissante formation américaine, qui est 3e au classement général, mais surtout premier au niveau du classement chez les coureurs à leur première saison chez les juniors. C'est lui qui a remporté le contre-la-montre individuel disputé hier matin du côté de Val-d'Or. Et dans le cas de Kevin Cervantes, hier, ça a été une journée de congé pour les grimpeurs parce qu'on n'avait pas de Grand Prix de la montagne, mais aujourd'hui, il va y avoir beaucoup plus d'action parce qu'on va avoir 4 Grands Prix de la montagne, dont 2 qui vont qui vont être disputés ici même à Val-d'Or lors des derniers kilomètres de la course.
Alors, ça se fera au 18e, 54e, 91e et 97e kilomètre, ces fameux sprints. On va pouvoir suivre ça à distance pour vous. Pour l'instant, on a des problèmes de communication avec notre radiotour. On ne sait pas si on sera capable de le récupérer d'ici la fin de la course. On sait qu'on aura probablement quelques interruptions aujourd'hui, certaines un peu plus longues. Entre autres, on l'a déjà vu, une partie du parcours entre Barrault et Val-d'Or, ça a été plus difficile. On va voir au cours des prochaines minutes. En tout cas, on va essayer de suivre ça du mieux qu'on peut avec vous. Vous voyez qu'on se dirige vers Landrienne. Là aussi, peut-être des problèmes de signal, le réseau. Et puis, tranquillement, par la suite, vers Barrault et direction Val-d'Or pour terminer le tout. 3 boucles de 3,2 km et donc une distance totale de 99,8 km. 11 km avant le point de départ, ce qui est quand même rare. Je ne sais pas, on n'a pas eu l'information finalement. Hein? Il doit y avoir une raison technique ou de sécurité pour mettre un départ contrôlé aussi long. Mais quand même, c'est ce que les cyclistes devront parcourir avant d'arriver au point 0. Oui, donc évidemment, un départ contrôlé. Généralement, c'est davantage pour s'assurer que les coureurs puissent passer à travers la municipalité sans problématique. Donc, dans ce cas-ci, pour une raison qu'on ignore, là, on a choisi d'attendre d'être sorti complètement, donc près de 11 km. Donc, ce sera une mise en jambe pour les coureurs. Et le départ, à partir du départ officiel, bien évidemment, ça sera 100 km. Si on regarde au niveau des différents sprints qu'on va avoir, on a dans un premier temps le sprint du maire d'Amos, bon, pour 250 $ qui va être disputé au coin des rues des Pionniers et chemin du Moulin, donc au kilomètre 7,9. Donc, c'est un sprint bon pour 250 $ pour le premier coureur à franchir la ligne. Au kilomètre 18,3, on a le premier Grand Prix de la montagne avec des points aux 3 premiers coureurs, 5, 3 et 2 points. Un seul sprint de bonification aujourd'hui au kilomètre 43. Donc, sprint de bonification, rappelons-le, qui est bon à la fois pour le classement général individuel, donc avec 3, 2 et 1 seconde aux 3 premiers. Et il y a également des points à l'enjeu pour le classement du meilleur sprinter, le maillot orange, donc 6, 4 et 2. Au kilomètre 54,6, ce sera un deuxième Grand Prix de la montagne, toujours 5, 3 et 2 points pour les 3 premiers coureurs. Au kilomètre 73,1, sprint du maire d'Amos, le second de l'étape pour 250 $. Et par la suite, ben, on va faire l'arrivée en ville aux environs. Premier passage à l'entrée à la ville de Val-d'Or, donc au 87e kilomètre. Le début du premier tour, donc passage à la ligne au kilomètre 90. Donc, on prévoit ce passage à quelque part entre 18h57 et 19h10, selon la vitesse que les coureurs maintiendront sur la route. On aura donc notre 3e Grand Prix de la montagne sur la rue Brébeuf au kilomètre 91,4. Et finalement, dans l'amorce du 3e et dernier tour de cette petite boucle pour conclure l'étape, boucle de 3,2 km, on aura un sprint également pour le classement de la montagne au kilomètre 97,3. Et finalement, ben, l'arrivée au terme de ces quelques 100 km presque. On a donc les temps en bonification 10, 6 et 4 secondes pour les 3 premiers. Et pour ce qui est des points, pour le maillot orange, ben, il y a des points qui sont distribués aux 10 premiers coureurs. Le premier a 30 points, par la suite 24, 20, et on descend jusqu'à la 10e place qui obtient 2 points. Donc, jusqu'à présent, on est toujours dans la portion de départ contrôlé. Ça fait déjà maintenant tout près d'un peu plus de 10 minutes qu'on a pris le départ. On rappelle que cette portion contrôlée se fait sur une distance d'11 km, donc un petit peu moins de 20 minutes pour couvrir cette première partie, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, la vitesse est moindre. Les coureurs roulent vraisemblablement autour de 35 km/h, mais à partir du moment où on aura complété cette partie, la voiture de tête va distancer le peloton et la course sera lancée effectivement. Et à ce moment-là, ben,
Si la tendance se maintient par rapport à ce qu'on a vu lors des premières étapes, ben, à ce moment-là, on pourrait avoir une vitesse très élevée. On rappelle que l'étape d'hier a été disputée à plus de 48 km/h du côté de Malartic. Donc, c'était largement au-dessus de la vitesse moyenne dans le scénario le plus rapide qu'on avait prévu. Et ce qui fait que depuis le début de cette compétition, on a une moyenne horaire de 45,95 km/h. C'est certainement un des tours rapides depuis plusieurs années. Donc, toujours cette vue de la caméra à bord de la voiture du commissaire 2. Donc, commissaire 2, c'est le commissaire, voiture de commissaire qui accompagne l'échappée. On voit donc les coureurs qui, évidemment, n'ont aucune difficulté. Donc, pour l'instant, on fait simplement rester bien posté. Lorsque l'étape sera lancée, bien évidemment, ça sera autre chose. Et on peut s'attendre à ce que les coureurs de l'équipe nationale des États-Unis soient de nouveau en tête de peloton. Donc, évidemment, s'ils ont de l'assistance d'autres formations, ça pourrait aider. Mais a priori, c'est la responsabilité de l'équipe du détenteur du maillot brun d'assumer ce travail. Si on regarde également du côté, parce qu'on a aussi un classement par équipe. Alors, classement par équipe, la façon dont il est établi, on additionne les temps des 3 premiers coureurs dans chacune des étapes. Donc, alors, lors de l'étape d'hier, l'étape d'hier soir, on a 21 équipes qui ont eu le même temps combiné parce qu'évidemment, c'était une arrivée massive au sprint. Puis à ce moment-là, lorsqu'il y a égalité au temps, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les positions des coureurs. Donc, dans l'étape d'hier soir, c'est la France qui, avec 3 coureurs bien placés, ont été chercher la première place. Mais ce qui est plus important, évidemment, c'est le classement général au niveau du classement par équipe. Et sans surprise, en raison du contre-la-montre individuel, c'est l'équipe des États-Unis qui mène. Alors, l'équipe nationale américaine qui mène avec 1 minute 54 d'avance sur la Nouvelle-Zélande, qui était deuxième. À 1,58, on retrouve la France. Par la suite, c'est l'équipe TAG Cycling Racing Team à 2 minutes 7. En 5e place, on a l'équipe nationale canadienne. Et en 6e, qui était à 2,43. Et en 6e place, c'est l'équipe du Québec, donc à 3 minutes 4. Donc, belle prestation pour l'instant des protégés de Pascal Choquette. 7e position de l'équipe du Japon et ainsi de suite jusqu'à la 25e place qui est occupée pour l'instant par la formation provinciale de la Colombie-Britannique. Alors, nous sommes toujours en départ contrôlé. C'est ce que l'on voit actuellement, les cyclistes. Et on vous le dit aujourd'hui, là, c'est un peu incertain pour ce qui est du signal. On sait qu'on tombe dans des zones qui sont plutôt fragiles. Alors, on va tenter de vous en présenter le maximum, mais on n'a pas vraiment de garantie sur les images qu'on pourra vous obtenir entre Amos et la région ici de Val-d'Or. Lorsqu'on va rentrer dans la ville, évidemment, aux alentours, on pourra certainement vous récupérer le signal. Là, il n'y aura pas de problème. Et il y a 3 tours qui se feront en ville, 3 tours de 3,2 km chacun. Alors ça, on va pouvoir les suivre avec vous. Donc, ne vous en faites pas, nous allons suivre la fin de la course avec vous. Alors, l'essentiel des derniers tours, nous aurons l'occasion de les décrire avec vous. L'arrivée finale qui, selon les divers scénarios, là, devrait se faire entre 19h10 et 19h23. Alors, voilà. Pour l'instant, on semble avoir récupéré peut-être le radiotour. Là. C'est peut-être, à ce moment-ci, ça semble être peut-être juste le problème de transmission là, parce que les ondes font en sorte qu'on a un peu moins de signal, mais je pense qu'on a réussi à récupérer le radiotour, ce qui est une excellente nouvelle si c'est le cas, Louis, parce qu'on va pouvoir au moins, lorsqu'on récupérera le signal dans la région, mieux décrire ce qui se passe. Parce que là, oui, absolument, parce qu'en fait, peut-être pour bien expliquer également, le radiotour, on a un directeur de course, donc quelqu'un qui transmet à l'ensemble tous les véhicules à l'intérieur de la caravane, donc aussi bien les voitures des officiels, les voitures des équipes, les véhicules de dépannage, l'ambulance, les voitures médicales. Donc, tout le monde a un radio à l'intérieur de son véhicule et c'est la façon dont on donne les consignes, on renseigne sur le déroulement de la course. Donc, qu'est-ce qui se passe, quels sont les coureurs qui sont en échappée, quels sont les écarts. Si on a besoin d'appeler des voitures pour le ravitaillement, s'il y a des problèmes mécaniques. L'annonce également des Grands Prix de la montagne. Une annonce des résultats provisoires. Donc, c'est une source d'information
qui est absolument fondamental. Ouais. Alors, on peut imaginer que pour le déroulement de la course, et nous ici, évidemment, on est du côté de Val-d'Or, donc on reçoit ces images, mais Radio Tour est très importante parce que ça nous permet justement de pouvoir avoir un certain nombre de ces informations et de pouvoir décrire aussi la course. Évidemment, les images parlent en partie d'elles-mêmes, mais ça prend plus d'informations que ça si on veut, notamment lorsqu'il y a des chutes, il y a des crevaisons. On prend l'exemple d'avant-hier, lorsque Ryan Pickrell, le champion canadien du Critérium, qui était détenteur du maillot brun, a eu une crevaison. Alors évidemment, lorsqu'on a l'image du peloton devant soi, on peut avoir un aperçu, mais on ne voit pas tous les coureurs. Donc, alors Ryan Pickrell qui a eu une crevaison, donc il s'est laissé glisser derrière le peloton, a levé le bras pour signifier qu'il y avait un problème mécanique. Alors c'est Radio Tour qui, à ce moment-là, a avisé évidemment à la fois le directeur de l'équipe nationale canadienne du fait que leur coureur, leur leader avait un problème, mais également la voiture de dépannage. Et c'est ce qui nous permettait aussi de savoir qu'il y avait cette situation qui était en train de se présenter. Donc, c'est un élément qui est absolument fondamental pour pouvoir assurer un bon fonctionnement. On peut également informer si, par exemple, il arrivait qu'il y avait des problèmes sur la route, parce que ça peut également faire partie des choses qui peuvent survenir. Donc, c'est un outil de communication qui est absolument fondamental. Et d'ailleurs, bon, Radio Tour, ça sert à informer toute la caravane. Et caravane, on pourrait peut-être en reparler aussi. Tu en as déjà parlé plus tôt cette semaine. Mais ça regroupe énormément de véhicules, là. On le voit dans certaines images lorsqu'on en a l'occasion, surtout dans les côtes, là, où on voit le nombre de véhicules qui sont là-dedans. Mais il y a énormément de monde qui circule à travers ça. Puis les gens de la région peuvent le voir parce qu'on le voit, surtout aujourd'hui, on va les voir passer 3 fois la ligne d'arrivée. Mais ça fait énormément de monde à circuler dans cette caravane. Oui, absolument. Donc déjà au départ, chaque équipe a une voiture donc qui suit. Alors, on a 25 équipes, donc vous avez déjà là 25 véhicules. Vous avez évidemment le véhicule du président du comité organisateur, qui est en fait en quelque sorte un peu un véhicule VIP. Vous avez après ça les voitures commissaires. Donc, on a 3 voitures commissaires à l'intérieur. On a par la suite les véhicules de dépannage neutre, donc dépannage qui est assuré par le groupe Centrifuge. Donc, on a 2 voitures et une moto. On a également voiture médicale, l'ambulance qui suit derrière, le camion balai. Vous avez par la suite toute une série de motos donc, qui ont également des fonctions. On a des motos commissaires, moto ardoisier. L'ardoisier, c'est cette personne qui prend place sur la moto et sur laquelle on va mettre les numéros des coureurs en échappée, qui va faire la navette entre l'échappée et le peloton ou même les groupes intercalés pour renseigner justement sur l'évolution, la progression des écarts. Motophotographe, on a évidemment notre moto caméra qui nous permet d'aller recueillir ces informations. Et vous avez ensuite tout ça, évidemment, des motos de la Sûreté du Québec qui fait un travail exceptionnel pour permettre à cet événement de se dérouler. Donc, je n'ai pas fait le décompte, là, mais si on additionne assez rapidement, on est tout près d'une cinquantaine de véhicules, entre 40 et 50 véhicules. Donc, et tous ces véhicules-là, ou la très grande majorité, dans le cas de la Sûreté du Québec, il y a également une voiture, ils ont leur propre fréquence radio, mais il y en a une qui a le Radio Tour, puis eux autres, après ça, vont communiquer entre eux autres à partir de leur propre fréquence. Donc ça, c'est juste sur la route. Après ça, différents endroits, vous avez des bénévoles qui assurent la sécurité lors des passages à la ville. Lorsqu'on arrive dans la portion de circuit fermé ici à Val-d'Or, encore là, il va y avoir il y a tout un déploiement. L'organisation d'une course cycliste, quand on regarde, là, on a une centaine de coureurs. Là, on a encore un peu plus de 130 coureurs qui sont dans la course. Donc, on a eu 10 abandons depuis le début de la compétition. Mais c'est plusieurs centaines de personnes là, qui sont impliquées pour assurer une organisation d'un événement de cette envergure. C'est toute une logistique, une équipe ici extraordinaire qui travaille année après année pour faire en sorte que cet événement puisse avoir lieu. Alors nous, côté réception, ça va être difficile, Louis, au cours des prochaines minutes. Là, on n'aura pas de signal. On va essayer de retrouver ça pour vous. Si c'est le cas, on reviendra faire un tour. Sinon, on risque de se retrouver. Ça pourrait aller dans les alentours de Val-d'Or. Donc, tout près là, de 18h45 peut-être, à peu près, là, ça risque d'aller là. Je vous dis ça, puis actuellement, on voit quelques images qui semblent quand même avoir une certaine réception. Alors, c'est intéressant. Donc là, on a des images à l'arrière du peloton. Alors, on le rappelle, évidemment, on a une voiture, donc une caméra qui est positionnée dans la voiture commissaire 2.
Et on a cette moto qui, elle, permet d'aller chercher des images à différents endroits. Donc, l'allure du peloton, pour l'instant, semble être réduite. Ah, Donc, là, on voit le peloton qui, arrêté, tu vois. oui, donc, le peloton qui occupe toute la largeur de la route, là, on le voit, là, ça roule vraiment à vitesse réduite. Donc, on Est-ce que voit c'est le parce deck qu'il s'est des passé coureurs. quelque chose ou c'est juste... Ça semble pas être le cas. Pour l'instant, je ne vois pas de drapeau qui signifierait aux coureurs qu'on contrôle la vitesse. Donc, il y a ces portions de course, des fois, où le peloton décide de ralentir l'allure, mais on est encore très tôt. Hein. On est en début de course, donc il va y avoir des changements. Il fait chaud aujourd'hui, c'est des conditions plus difficiles. Il y a eu des courses très, très rapides. Hein. Tu en parlais tout à l'heure. Il y a toujours 3 scénarios, puis je pense qu'il y a au moins 2 des étapes jusqu'à maintenant qui ont terminé plus rapidement que le plus rapide des scénarios. Oui, certainement. Donc, la première étape, où on a roulé à une moyenne de 47 km/h. L'étape... Alors, donc, on débute la course. Il semblerait, oui, c'est ça. Je suis un petit peu surpris. Là. Ça fait déjà 23 minutes. Donc, c'est possiblement qu'on était dans la portion contrôlée jusqu'à ce moment-ci. Et oui, effectivement, mais là, la course est bien lancée. Donc, c'était évidemment, on l'a mentionné en début de programme, il y avait 11 km contrôlés. Donc, si on roule à 30 km/h, ça veut dire 22 minutes. Donc, c'était possiblement le scénario parce qu'on a donc 23 minutes découlées depuis le début. Donc, ça explique probablement la raison pour laquelle on avait encore un peloton qui roulait à faible allure. Alors, c'était du côté de Landrienne, ce fameux départ. On se dirigera donc vers Barraud dans les prochaines minutes et puis, bien entendu, direction Val-d'Or. Donc, nous allons vous laisser en images, vous faire peut-être un résumé de ce qui se passe un peu partout en Abitibi. Côté images aériennes, vous allez avoir l'occasion de pouvoir admirer les paysages que ces athlètes, eux, ont visités. Pas avec la même angle quand même, mais vont quand même faire le tour des différents circuits et pouvoir voir ces magnifiques images de la région ici d'Abitibi. Alors, on vous laisse avec ça. On vous revient un petit peu plus tard si on est capable de récupérer les images. On va faire notre gros possible également pour vous tenir au courant. Si on a des nouvelles côté Radio Tour, ça va nous faire un plaisir de vous informer. Dans le pire des cas, le pire des scénarios, bien, on vous retrouve aux alentours de 18h45 où les cyclistes approcheront de la région ici de Val-d'Or et nous pourrons décrire pour vous les 3 derniers tours de cette 5e étape.
tu voyais pas le tour. C'est clair. Cette équipe-là, la seule chose qu'elle faisait, c'est que quand les coureurs se levaient le matin à 6h30, 7h pour aller déjeuner, ils prenaient les matelas, ils les mettaient tout de suite dans l'âme, et après ça, ils s'en allaient à l'autre étape. Mais ça fait partie de la vie du Tour de France. Alors, voici le temps, Louis, de faire peut-être un petit résumé d'où on en est. On a récolté quelques informations de cette 5e étape. Nous en sommes, bien entendu, à la 50e édition du Tour cycliste d'Abitibi. Bienvenue à ce reportage, en fait, qui vous présente une course d'Amos qui va se terminer du côté de Val-d'Or un petit peu plus tard aujourd'hui, aux alentours de 18h45. Vous aurez l'occasion
de pouvoir assister à cette fin de course. Il y aura 3 tours. 3 tours qui se feront ici de 3,2 km. Et là, on a passé Barrault, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, on est tout près. Vous voyez qu'il y a quelques en direction de Barrault, effectivement. On est aux environs du 37e ou 38e kilomètre. Il y a quelques instants, on nous a signifié qu'il y avait eu une chute au niveau du peloton. Donc, il y a certains coureurs, dont un coureur de l'Ontario qui aurait chuté. Il y a toujours pas d'échappée. Il y a eu une première tentative d'échappée. À un certain moment, il y avait 8 coureurs en échappée, dont 3 coureurs de la formation néo-zélandaise. Mais surtout, il y avait la présence du dossard numéro 164, Ben Catterberg, le champion canadien du contre-la-montre qui court pour la formation Tighe Cycling Race Team, qui était dans cette échappée. Qui ont pris quelques secondes, mais ça a été rapidement repris. Alors, évidemment, les Américains qui continuent d'assurer le contrôle. La vitesse semble être encore une fois assez élevée. Donc, évidemment, on a eu, selon le tableau qu'on a, le départ officiel devait se donner aux environs de 17 h parce qu'on a une portion contrôlée. Mais en réalité, c'est à 17h08 que le départ officiel a été donné. Donc, on nous a indiqué que par moment, la vitesse peut atteindre les 50 km/h. Donc là, on a 2 coureurs de la formation française qui sont dans cette échappée. Il y a le dossard numéro 23. Il s'agit de Nicolas Hamon. Donc, on peut voir là, des images qui sont prises à partir de la voiture des commissaires. On a également dans cette échappée le dossard numéro 74. Donc, il s'agit de Robin Plamondon. Robin Plamondon de l'équipe nationale, coureur qui est du Québec. Alors, non, ça semble être... Non, c'est pas Robin Plamondon, c'est plutôt le 174. Là. Ryan Jastrab, là, qui était dans cette échappée. Donc, on voit qu'il y a plusieurs autres coureurs qui ont fait la jonction. Il y a vraiment une véritable cassure là, actuellement. On a tout près d'une dizaine de coureurs qui se retrouvent dans une échappée. Donc, il faudra voir s'ils vont parvenir à pouvoir creuser un peu l'écart avec le peloton principal. C'est donc 11 coureurs au total qui se retrouvent donc on voit dans cette ici échappée. Un coureur du Japon. Il y a 2 coureurs... 3 coureurs même de la formation de Jadstrab, donc la formation Altera Home Loans, qui sont dans cette échappée. On voit que le peloton n'est pas très loin derrière, donc la vitesse qui va certainement augmenter, puisque avec plusieurs coureurs dans cette échappée, évidemment, le peloton ne peut pas se permettre de laisser l'échappée prendre le large. Donc, évidemment, ça prend de la cohésion à l'intérieur de l'échappée, donc voir dans quelle mesure les coureurs vont vouloir collaborer ensemble parce qu'au sein du peloton, bien évidemment, on a toujours l'équipe américaine qui, normalement, veille au grain. Mais avec une échappée de 10 coureurs, ça pourrait être intéressant. Donc, peut-être mentionner aussi qu'on a eu, évidemment, un peu plus tôt dans cette étape, on a eu le premier Grand Prix de la montagne. Alors, Grand Prix de la montagne, les résultats qu'on nous a communiqués, Kevin Cervantes de la formation Altera Home Loans, qui était déjà détenteur du maillot de meilleur grimpeur, a remporté ce sprint. Pour la 2e position, c'est Noah Koster qui est allé chercher. Et pour la 3e position, c'était le dossard 165, Connor Martin. Et là, on est donc au 43e kilomètre parce qu'on vient de voir le drapeau du sprint. Ça, c'est le départ du sprint, hein? Oui, donc normalement, on devrait voir une voiture sur le côté de la route. Donc, on voit les voitures rangées. Normalement, on devrait assister au passage à la ligne. Donc, on rappelle qu'il y a 3, 2 et 1 seconde et 6, 4 et 2 points. On voit le drapeau. Et ça va être serré entre le coureur japonais, le dossard numéro 35 et le dossard 21. Donc, le 35, il s'agit de Takumi Ogasawara et le 21, Tom Minguenot de l'équipe nationale de France. Donc, les officiels qui sont placés à cet endroit auront certainement eu un meilleur angle pour pouvoir juger. Alors, on tente d'avoir les résultats. On va vous livrer ça aussitôt qu'on aura les détails. Alors, on vient de nous annoncer également sur Radio Tour que certains des coureurs qui avaient été impliqués dans la chute sont de retour au peloton. Alors, il y avait notamment dans ce groupe Luca Caro de la formation de l'équipe du Québec. Il y avait également le 96 Jack Sermon. Il y avait le dossard 22
Luca Boniface de l'équipe de France. Il y avait également le 54 Nopakai Klahan de la formation thaïlandaise. Donc, fort heureusement, ces coureurs sont parvenus à revenir sur le peloton. Donc, on a actuellement un peu plus de 43, donc tout près de 44 km de parcouru dans l'épreuve en 56 minutes. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'on est tout près des 47 km/h depuis le début de cette étape. Puis, on avait 3 scénarios. On en avait un à 42, à 44 et à 46 km/h. Donc, vitesse qui continue de se maintenir élevée depuis le début de ce tour. C'est parti pour être un tour très rapide parce que jusqu'à maintenant, on l'a dit, on a dépassé à quelques reprises au final des courses le scénario le plus rapide. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs partenaires qui rendent possible cet événement, entre autres le gouvernement du Québec, la ville de Val-d'Or, le gouvernement du Canada qui sont des partenaires platine. Merci également aux partenaires or. Il s'agit entre autres de la commission scolaire de l'Or et des Bois, Val-d'Or, la ville de Rouyn-Noranda. Il y a Hydro-Québec, la ville d'Amos également, ainsi que la Sûreté du Québec, d'ailleurs, qui fait un excellent travail. Vous voyez les cyclistes actuellement, vous voyez tout le train également de la caravane, les motos, les véhicules, on en parlait un petit peu. Eh bien, ça prend des gens pour contrôler la sécurité, faire en sorte qu'on peut se déplacer partout dans la région de l'Abitibi sans aucun problème et en toute sécurité. Alors, on a été chanceux de récupérer ces images. On ne savait pas à quel moment on pourrait le faire. Bien là, on l'a, puis juste un bon moment avec le sprint de bonification au point. Et actuellement, bien, on voit également cette échappée qui tente de se creuser. Est-ce qu'on a pris des secondes ou on est en train de les rattraper? C'est dur à dire. Le dernier écart qu'on nous a indiqué était de 13 secondes. Donc, pour l'instant, on voit que ce sont les coureurs de... Il y a des coureurs, un coureur néo-zélandais, il y a plusieurs coureurs de la formation Altera Home Loans, des coureurs de l'équipe nationale de France qui se retrouvent également dans cette échappée. Ici, c'est un coureur japonais. Donc, il n'y a probablement pas de coureurs de l'équipe nationale américaine. Donc, c'est eux qui vont probablement devoir assurer le rythme en tête de peloton pour ramener sur l'échappée. Donc ici, encore une fois, un coureur néo-zélandais, un coureur qu'on a vu beaucoup depuis le début de cette compétition, Bernie McGrath. Bernie McGrath qui occupe actuellement le 9e rang au classement général individuel à seulement 45 secondes du maillot brun. Donc on voit l'écart qui se réduit. Ah oui, ça se profilait derrière. Là. Le peloton commençait à être plutôt profilé. Ça roule. Et on peut voir dans la caravane, on voit des cyclistes qui sont en train de revenir. Donc, c'est probablement des cyclistes qui ont été justement impliqués dans cette chute ou qui ont peut-être eu un problème mécanique et qui profitent du sillage des véhicules pour tenter de revenir sur le peloton. Nous allons franchir dans les prochaines secondes la première, heure de course. On en est maintenant à plus de tout près de 50 km d'effectués depuis le départ d'Amos. Je vous rappelle qu'il y a 3 tours de 3,2 km qui seront effectués à Val-d'Or. On aura l'occasion de les voir circuler devant nous un petit peu plus tard aujourd'hui. Oui, l'avance semble... en fait, il y a une petite coupure. Là. On a maintenant 8 ou 9 coureurs qui sont devant. Par la suite, à environ 5 secondes derrière, on a un groupe de 5. Et là, on peut voir le peloton derrière qui est très étiré. Et sans surprise, c'est un coureur de l'équipe nationale des États-Unis qui est devant. Tout juste derrière lui, c'est un coureur néo-zélandais. Donc, du côté de la Nouvelle-Zélande, en principe, on ne devrait pas collaborer puisqu'on a avec McGrath dans l'échappée un des coureurs qui peut prétendre à la victoire au classement général. Donc, des fois, il y a des coureurs qui vont venir s'intercaler pour mener un faux train, donc tenter de ralentir un petit peu le rythme du peloton pour revenir sur l'échappée. Le prochain Grand Prix de la montagne sera effectué dans les prochaines minutes puisque ce sera au 54,6 km que nous aurons ce Grand Prix de la montagne. Et là, on entend sur Radio Tour qu'il y a plusieurs coureurs des différentes formations qui appellent leur voiture pour le ravitaillement. Donc, ce qui veut donc dire qu'on approche, on a soit atteint les 50 km ou on est sur le point de les atteindre. Donc, on permet à ce moment-là aux coureurs de pouvoir descendre à la voiture d'équipe pour pouvoir se ravitailler.
On a en même temps les résultats du premier sprint, sprint de bonification, donc à la fois pour des points et pour des secondes. Donc le premier coureur était le dossard numéro 35, coureur japonais Takumi Ogasawaka, qui est allé terminer premier devant Tom Manguenot. On l'avait mentionné, c'était un sprint qui était très serré. Pour la troisième position, Ryan Jadstrap de la formation Altera Home Loans, qui est allé chercher la troisième place. Donc, 3, 2 et 1 seconde pour ces trois coureurs et surtout des points pour le classement pour le maillot orange. Donc ici, on voit deux coureurs qui semblent être détachés aussi devant. Et des secondes comme ça, là, ça peut paraître banal, mais ça peut faire toute une différence à la fin là, avec le classement. Parce que tous ceux qui vont passer dans le peloton de tête sont crédités du même temps. Donc, lorsqu'on accumule des secondes ici et là à travers les différentes courses, ben, au résultat final, ça peut faire une différence. Ils sont crédités du même temps, dans la mesure évidemment où le peloton demeure compact. On l'a vu avec Katterberg qui, dans l'étape sur route, avant le contre-la-montre individuel, s'est retrouvé pris dans une cassure, a perdu 10 secondes. Et il y avait un groupe quand même d'une cinquantaine de coureurs devant. Et n'eût été de cette erreur, il aurait été en brun hier soir parce qu'au contre-la-montre individuel, il avec sa deuxième place, il était à 9 secondes de Riley Sheehan. Donc, ça fait partie évidemment des apprentissages que les coureurs d'âge junior doivent faire, des fois un peu à la dure. Donc, on apprend. Mais c'est une course junior, donc c'est une course où est-ce qu'on continue d'apprendre. Je dis souvent que la participation au Tour d'Abitibi pour des coureurs juniors, c'est un passage obligé. Et on apprend souvent davantage dans cette semaine de course-là, une seule semaine, qu'on peut apprendre dans tout le reste de la saison. Parce que, évidemment, c'est une course par étapes déjà sur 6 jours. Il y a des coureurs au niveau international. Il y a des pelotons qui sont beaucoup plus importants. Il y a toute la notion de récupération au niveau de l'alimentation. Le ravitaillement, donc descendre au niveau de la caravane, aller chercher des bidons, revenir. La gestion, justement, de toute cette réglementation-là au niveau des bonifications, le positionnement. On a vu également avec Ryan Pickrell qui a perdu le maillot brun parce qu'il a subi une crevaison à 3,5 km de l'arrivée et au lieu de continuer de rouler jusqu'à 3 km et à ce moment-là être crédité du même temps que le peloton, il est arrêté sur le côté, donc n'a pas nécessairement pensé immédiatement. Mais ça, ce sont des erreurs qui sont imputables essentiellement au manque d'expérience. Donc, en Tour d'Abitibi, évidemment, c'est une course internationale, mais c'est avant tout, à mon point de vue, c'est un plateau d'apprentissage incroyable pour les jeunes coureurs. Oui. Eh bien, vous en êtes à la 5e étape ici avec nous. Demain, on aura une autre étape et qui sera à ne pas manquer. D'abord, avant de parler des coureurs juniors, demain matin, ne manquez pas entre 8h30 et environ midi. Vous aurez l'occasion de voir le Tour de la Relève. Ça ressemble à quoi, ça, Louis? Qui on peut voir demain? Ça sera web diffusé. En fait, le Tour de la Relève, ce sont les jeunes coureurs de moins de 17 ans. Donc, on a différentes catégories. Les catégories Atome, moins de 11 ans, Atome Pee-Wee, moins de 13 ans, Minime, moins de 15 ans et Cadet, donc moins de 17 ans. Chez les garçons, chez les filles, il y aura tout près de 200 coureurs qui vont participer. C'est la finale de la Coupe du Québec, donc la Coupe du Québec qui compte 5 tranches de cette série. Il y en avait une, plus tôt cette année, on a eu une épreuve à Laval, il y en a eu une à Gatineau, il y en a eu une à Boucherville et une à Alma. Et dans le cas du Tour de la Relève, ici en Abitibi, c'est généralement la finale de cette série. Ce sont des jeunes qui, pour plusieurs d'entre eux, évidemment du côté des garçons, parce que pour les filles, malheureusement, il y a le Tour d'Abitibi, il n'y a pas d'équivalent. En fait, on a, c'est pas tout à fait vrai, on a une course à Rimouski, qui est le Tour de la Relève international de Rimouski, qui est en fait une course par étapes sur 4 jours, où on a les cadets garçons, mais on a également les cadets filles et juniors femmes qui participent. Pour les jeunes ici, c'est l'occasion de pouvoir évidemment bien faire. C'est la 20e édition du Tour de la Relève. On parle évidemment beaucoup du Tour de l'Abitibi, à juste titre, qui célèbre son 50e anniversaire. Mais dans le cas du Tour de la Relève, c'est la 20e année que cet événement-là est inclus à l'intérieur de la programmation du Tour de l'Abitibi. Et il y a des coureurs, beaucoup de coureurs qu'on voit aujourd'hui, des jeunes comme Robin Plamondon, comme Francis Junot, Tristan Jussaume et même certains coureurs qui viennent d'autres provinces canadiennes qui ont participé
dans les années antérieures ici et qui ont continué de grandir dans le vélo et qu'on retrouve maintenant chez les juniors. Donc, c'est aussi une épreuve qui est très, très importante et on est évidemment très heureux que l'organisation sur l'Abitibi intègre ce volet-là à l'intérieur de sa programmation. Puis pour les jeunes, ben ils ont la même tribune, c'est le même podium, donc pour eux autres, de pouvoir faire partie de cette grande fête-là, c'est un privilège. Ben, c'est une façon de faire démarrer, de créer un rêve pour ces jeunes-là. Question de les amener peut-être éventuellement pour les garçons, en tout cas du côté du Tour d'Abitibi officiellement. Donc, je vous rappelle où on en est. On en est à cette 5e étape, 99,8 km à parcourir. On savait qu'il y aurait quelques inconvénients avec le signal. On a réussi à le récupérer. On est content. Mais pour les prochaines minutes, ça risque d'être plutôt difficile. On va peut-être récupérer des images dans les prochaines minutes. Et en tout cas, ce qu'on aura, on va vous les présenter. Ça va nous faire un grand plaisir de vous présenter ça. Et pour ce qui est donc de demain, on parlait du Tour de la Relève. Demain après-midi, ce sera ici que ça va se passer. Pour les gens de la région, il ne faut pas manquer ça parce que c'est peut-être avec la finale, bien entendu, mais l'occasion de pouvoir voir les cyclistes. Ce sera 10 tours dans ce circuit urbain. Et comme je vous l'ai dit, dimanche, dernière et 7e étape qui va se dérouler ici pour conclure cette 50e édition du Tour cycliste d'Abitibi. Oui, on peut peut-être ajouter aussi, Jean-Philippe, tu parles évidemment, demain, c'est une journée qui est fort chargée. Mais l'organisation a eu l'heureuse idée également d'organiser demain après-midi, donc pour les gens qui seront du côté de Val-d'Or, de venir voir des légendes du cyclisme, donc des gens qui ont participé au Tour de l'Abitibi au fil des années. Donc, on aura notamment le champion de la toute première édition du Tour de l'Abitibi en 1969, Gérald Rochelot, qui va prendre part à ce Tour des légendes. Éric Van den Ende, qui est mécano avec l'équipe du Québec cette année, qui a été entraîneur d'équipe du Québec pendant de nombreuses années, qui a gagné le Tour de l'Abitibi en 71 et 72. Il y a également Philippe Georges, qui a remporté, un autre Québécois qui a remporté le Tour de l'Abitibi en 1984. Guillaume Belzile, qui a remporté le Tour de l'Abitibi également au début des années 90, en 94 ou 95, je crois, 96. Donc, il y a plusieurs athlètes, Steve Rover, Gervais Rioux, des vélos Argon 18, Yvan Waddell, qui est un double olympien. Il y a des athlètes qui sont encore actifs, qui ont pris part au Tour de l'Abitibi au cours des dernières années, dont notamment Marc-Antoine Soucy, qui est un athlète de la région. Donc, il y aura vraiment beaucoup de monde. On a plus d'une centaine de cyclistes qui vont prendre part à cette course, entre guillemets, amicale. Donc, ce sera environ 35 à 40 minutes sous le format d'un critérium. Il va y avoir des prix, puisqu'on veut avoir des sprints. Alors, il y a des sprints intermédiaires, donc il y en aura 3. Lors de ces sprints-là, il y a un livre, le livre réalisé par Léon Normand, le fondateur du Tour de l'Abitibi, qui a réalisé un livre pour justement commémorer le 50e, dans lequel on a une foule de statistiques, une foule d'histoires incroyables qui parlent de cet événement qui existe maintenant depuis 50 ans. Et lors du dernier sprint, le sprint final, le gagnant va pouvoir se mériter une reproduction d'une magnifique toile que France Malo, l'artiste officiel de la Fédération, a réalisée pour l'occasion, pour le Tour de l'Abitibi. Donc, ça sera en après-midi. Évidemment, on invite les gens, la population de Val-d'Or, des gens aux environs, de venir assister à ça, de venir saluer des gens qui ont marqué l'histoire du Tour de l'Abitibi. Évidemment, il y a certains gagnants. Il y a des gagnants du maillot de meilleurs sprinteurs. Alors, certains de ces coureurs-là sont âgés aujourd'hui de plus de 60 ans. Mais même s'ils ne font plus de compétition, la fibre compétitive demeure, mais c'est avant tout une occasion pour ces gens-là de se retrouver ensemble. Donc, très, très belle initiative. Et ça va précéder, comme tu le mentionnais, l'étape de demain soir. L'étape de demain soir qui devrait être particulièrement intéressante parce qu'on nous dit que le parcours qu'on a concocté, qu'on a conçu pour l'étape, c'est un parcours qui n'est pas facile. Donc, ça pourrait peut-être permettre justement d'avoir des écarts ou des échappées et peut-être de venir chambouler un tout petit peu le classement qui, pour l'instant,
demeure dominé par l'équipe nationale des États-Unis. Alors, ce sera à ne pas manquer. Ça, c'est demain après-midi que vous aurez l'occasion de voir ce fameux circuit urbain. Et comme on le disait, dernière étape, l'étape 7, Center, Val-d'Or. Et il y aura encore une fois, du côté de Val-d'Or, 10 tours qui seront effectués. Côté météo, d'ailleurs, on a été extrêmement gâtés, Louis, depuis le début de la semaine. Regardez encore une fois pour les prochains jours, le 29, samedi, demain, on aura un 30 degrés, dimanche, 27. Et là, on se croise les doigts pour dimanche parce que les précipitations, le pourcentage, là, ça change d'une journée à l'autre. Alors, pour l'instant, 60 de probabilité d'averse. On va souhaiter pouvoir conclure la dernière étape avec une météo qui serait la plus clémente possible. Alors, côté signal, c'est plutôt difficile. Pour l'instant, on attend de voir quand on pourra le récupérer. Vous remontrer des images, ça va nous faire un grand plaisir de le faire. Nous, de notre côté, Louis continue à récolter l'information et on reviendra vous tenir au courant d'où on en est avec cette course. Il y a tous les jours des vidéos qui sont produites. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les médias sociaux qui concernent le Tour cycliste d'Abitibi. Vous pouvez voir des vidéos également sur rds.ca où on a des capsules récapitulatives de ce qui se passe ici en Abitibi. On vous invite à en regarder une dès maintenant et on vous revient dès que nous retrouvons le signal. C'est parti, merci Gilbert, 139 Geneviève. Avec le maillot brun qui est encore à lutter pour la victoire d'étape. Est-ce que c'est Applaudir le coureur de la formation Altera, Home vainqueur d'étape, Ryan Jasper, qui a fêté son 18e anniversaire. Yeah.